Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Bellière, merci, Monsieur Hexic encore. Moi, j'ai découvert le rameau via, par mon travail sur les objectifs de développement durable. C'est d'abord par Yann Uliac que j'ai eu le plaisir de rencontrer, on a fait connaissance en travaillant sur la feuille de route, sur l'élaboration de la feuille de route pour la France, puisqu'elle existe. Elle existe depuis, enfin, officiellement depuis septembre l'année dernière, même si malheureusement elle a été assez peu diffusée. Euh, je rebondis par rapport à ce que vous disiez. En fait, les objectifs de développement durable, à certaines personnes, ça paraît très compliqué parce qu'ils disent, bon, c'est quoi ce truc, c'est onusien, c'est lointain. Mais en fait, beaucoup de gens font déjà sans le savoir, un peu comme les chefs d'entreprise. Et donc, tout l'enjeu des objectifs de développement durable aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux gens que justement, ils travaillent tous ensemble, ils travaillent en partenariat dans le cadre de cet agenda à faire progresser les choses vers ce monde un peu meilleur auquel on aspire. Donc, merci beaucoup pour l'introduction finalement de Monsieur Edzik et puis pour nous avoir offert en exclusivité les premiers résultats de l'étude que vous aviez commanditée. Merci encore à Monsieur Bellière pour son témoignage très concret. Les entreprises ont beaucoup à faire, comme les collectivités. On a des acteurs de terrain et qui sont de premier ordre. Alors, on a oublié de faire un petit rappel en fait au début de l'intervention qui était que vous pouvez déposer vos questions dans la boucle dédiée Q et R. Je ne sais pas si vous la voyez. Pour l'instant, apparemment, vous avez été très clair parce qu'on n'a aucune question. Donc, voilà, c'est aussi le gage d'une intervention de qualité. Je pense que vous avez convaincu tout le monde. Mais en tout cas, Alors, si jamais… du coup, moi, je me permets de rebondir sur ce que vous disiez sur les ODD, les objectifs de développement durable. C'est vrai que quand on a commencé à discuter et à introduire ça aux salariés en disant eh bien, on va vous interroger sur les ODD, etc., on a eu pas mal de réticences. Les gens voyaient pas où ça allait, ça paraissait flou, pas concret. Et puis, alors on a mis un tableau. Alors, on avait récupéré d'un organisme qui s'appelle S'entraider des petites cartes postales, une par ODD, avec un dessin sympathique, et puis une présentation de chaque ODD en disant en quoi ça consiste. Et on a listé tout ça et on a donné des gommettes à tous. Et puis, ils ont pu aller mettre les gommettes, un certain nombre de gommettes, et ils pouvaient mettre plusieurs gommettes dans le même ODD si c'était très important pour eux, etc. Et finalement, ça leur a paru très simple, très sympa. Toutes les réticences ont été levées. Et du coup, ça leur a permis même de projeter leurs valeurs sur cette grille de lecture qui était complètement différente et de voir d'ailleurs qu'ils partageaient énormément de valeurs. Et il y a énormément de choses. Nous, on s'est rendu compte que les choix qu'on avait faits sans leur demander leur avis à un moment donné correspondaient aussi à ceux, c'était peut-être pour ça qu'ils étaient là d'ailleurs, correspondaient aussi à leurs valeurs. Et de quelque chose qui leur a paru un petit peu difficile au départ, il y a une adhésion totale au final. Donc oui, c'est un encouragement à utiliser cet outil-là qui est beaucoup moins difficile que assez concret en fait. Finalement, chaque ODD est très concret et c'est ça qui est bien. On peut se saisir d'un sujet et l'approfondir. Moi, je crois que, personnellement, je trouve que la grande force de l'agenda 2030, c'est finalement pas de réinventer les choses, mais de proposer une grille de lecture commune. C'est le commissaire général au développement durable qui avait parlé de grammaire. En fait, ça crée un petit peu ce langage dans lequel chacun peut s'y retrouver. Et c'est vrai qu'il y a, pour les entreprises, la question de la RSE qui est très différente selon l'entreprise. L'agenda 2030 peut apporter ce langage commun, comme vous dites, qui fait qu'entre chaque acteur, on peut se retrouver et on peut porter des valeurs communes. Ah, apparemment, nous avons une question. D'une collègue députée, justement, qui est un peu arrivée en retard et qui pense que vous n'avez pas abordé les entreprises agricoles et qui se demandait justement si ce genre d'exercice pouvait se reproduire avec les entreprises agricoles.
Alors Moi, je veux bien répondre à ça parce qu'effectivement, dans nos travaux de recherche, on a multiples acteurs et effectivement, on travaille à la fois sur les PME, les TPE et sur les grands groupes et que bien évidemment, par typologie de territoire, on a des entreprises de nature très, très différente. Or, il se trouve que depuis 2010, nous travaillons de façon très précise sur la question des territoires ruraux et on travaille beaucoup avec d'une part la MRF, donc les maires ruraux de France et d'autre part l'ANPP, donc les pôles et pays, et on voit bien que justement cette dynamique agricole, elle rentre aussi dans cette logique-là, et un peu dans la même simplicité que Luc décrivait, à partir du moment où on essaye de bien montrer qu'on est dans cette logique de grammaire commune, de comprendre à quoi ça correspond réellement pour cette dynamique-là, eh bien effectivement, il y a une dynamique et une capacité à construire ensemble des solutions. Et j'allais presque dire sur les territoires ruraux, c'est presque encore plus évident, et l'EDD17 est presque encore plus évident que pour les grandes métropoles. Pourquoi? Parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce que cette question de l'alliance a été un peu sous-estimée? Parce que pour être très honnête, si vous n'avez pas besoin des autres, vous faites tout seul, hein. Et c'est bien à un moment donné où vous êtes un peu en fragilité, vous sentez bien que vous ne pouvez pas tout faire tout seul, que vous allez commencer à construire avec d'autres. Et c'est en ça que pour nous, l'observation, et merci pour cette question que j'étends des entreprises agricoles à l'ensemble des acteurs d'un territoire agricole, cette capacité, on travaille beaucoup avec le CELAVAR, notamment les 36 000 associations des territoires ruraux, on voit bien aujourd'hui cette capacité à construire des solutions sur les territoires dits fragiles, bien en fait ils sont en avance sur les autres territoires. Et c'est pour ça que nous, on dit c'est vraiment important d'aller écouter ce qui se passe là, parce que un peu comme le disait Luc Bellière, c'est un peu Monsieur Jourdain qui fait de la prose, donc comme c'est pas conscientisé, c'est des modes d'affaires qui sont un peu évidents et qui ne sont pas finalement forcément, dont on prend pas la conscience de la valeur, mais cette capacité de construire ensemble des solutions, de travailler ensemble sur des solutions et d'inventer les solutions qui vont bien. On peut penser aussi à tout le travail qui est fait, par exemple, comme un groupe comme La Poste, dans les territoires ruraux, avec les espaces finalement postaux, co-construits avec les collectivités territoriales, les acteurs économiques du territoire, les citoyens du territoire, pour pouvoir trouver des solutions pertinentes. Et puisqu'on parle de terres agricoles, je vais parler d'une forme agricole qui m'est chère, qui sont les vignes, mais je vais quitter la Champagne pour aller en Occitanie. Quand vous regardez comment est-ce que dans la communauté d'entre-vignes, le travail a été fait pour mobiliser l'ensemble des acteurs, créer un tiers-lieu via Vino pour pouvoir mobiliser l'expertise du territoire ensemble, on voit bien qu'on dépasse très vite la logique d'un acteur pour dire comment est-ce que le territoire lui-même se mobilise autour d'un projet commun. Et pour nous, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que l'entreprise, lorsqu'elle devient moteur de son territoire, et Luc Bellière nous a expliqué comment, au-delà du développement de sa propre entreprise, finalement, il y avait une forme de je développe mon entreprise, mais j'aide le territoire à se développer, et finalement, c'est une sorte de chaînage. Eh bien, on trouve ça de façon très, très forte, et peut-être encore plus dans les territoires ruraux que dans les autres territoires. Simplement, c'est un peu moins conscientisé, et peut-être que là, la question d'écouter les territoires sur cette richesse-là et sur cette capacité déjà est un élément assez essentiel pour l'avenir. Et j'en finirai là, mais c'était une démarche que nous avons engagée après avoir rencontré le cabinet du président de la République en 2008, sous l'impulsion de Jacqueline Gouraud, avec une réflexion sur une fondation des territoires pour justement être à l'écoute de cette capacité des territoires ruraux, d'être force de proposition et de pouvoir voir comment on peut mobiliser des énergies, des expertises, des ingénieries nationales et locales, publiques et privées, au service de cette dynamique-là. Donc, j'ai étendu volontairement de l'entreprise à l'ensemble de l'écosystème territorial, parce qu'il nous semble qu'aujourd'hui, c'est vraiment cette dynamique-là. On ne peut pas regarder qu'une des parties prenantes. Il faut regarder l'entreprise. On a choisi d'évoquer l'entreprise avec vous aujourd'hui parce que c'était dans le cadre de cette étude, mais il faut de la même façon regarder comment les associations d'intérêt général évoluent sur un territoire, et notamment les têtes de réseau de proximité ont un rôle absolument essentiel. Luc Bellière parlait de la Ligue de l'enseignement. On peut parler de toutes ces têtes de réseau qui finalement peuvent coordonner entre une action locale et une action à plus grande échelle. Et puis, bien évidemment, vous l'avez rappelé, Madame la députée, mais la question de nos collectivités territoriales qui sont à la manœuvre. Et on voit très, très bien que cette volonté de faire émerger des nouvelles dynamiques de co-construction. La dernière étude que nous avions faite dans l'ancienne mandature, et nous la renouvellerons avec la nouvelle, 76% des maires
en France considéraient que leur territoire entrait dans une dynamique de co-construction, mais ils étaient tout à fait lucides, puisque 46% d'entre eux disaient, mais je ne sais pas du tout comment ça se passe. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en train d'émerger, mais il faut qu'on le construise ensemble, il faut qu'on puisse agir ensemble dans cette dynamique-là. Donc, merci pour cette question plus ciblée sur les entreprises agricoles, parce que effectivement, ça permet de souligner combien les territoires ruraux sont peut-être un peu en avance dans cette logique de construire ensemble des solutions. Et là, j'en finirai par un exemple concret. Bien évidemment, l'exemple des fermes de Figeac est un exemple emblématique où comment est-ce qu'on part de questions d'insertion et des questions finalement autour d'une ferme pour co-construire toute une dynamique locale, y compris en articulation d'ailleurs avec l'aérospatiale en proximité de Toulouse, parce que vraiment, on est en interaction, en interconnexion. Et là, on est dans un exemple totalement concret, à la fois de l'ODD 17 et comment est-ce qu'on répond ensemble aux ODD d'un territoire. Oui, alors sur le territoire de Montargis, c'est quand même, nous, on est à la fois industriel et à la fois agricole. Bon, historiquement, les alliances autour de ça ont été très fortes, puisqu'on a été la première AMAP de la région centre. Depuis à la SME, on doit avoir 7 AMAP sur notre territoire, hein, de Gâtinais-Montargois. Et puis, au sein même de Percé 3C, parmi les adhérents, il y a des entreprises agricoles qui veulent justement recruter et que le changement de modèle les interpelle aussi. On a toute une génération de jeunes agriculteurs qui s'installent et qui veulent faire les choses autrement et surtout sortir de l'exclusivité réflexion modèle agricole. C'est-à-dire que s'ouvrir aux autres formes d'entreprises pour voir pour pouvoir sortir de la boîte, quoi. Penser un petit peu en dehors de la boîte. Voilà. Bien, en fait, j'ai personnellement 2 ou 3 questions. Donc, je vais vous les poser. Hein. Bien évidemment, pour les deux, hein, c'est vrai qu'il y a cette histoire de projet commun territorial. On s'en aperçoit au travers des regroupements de communes, on voit bien, et parfois également au travers de l'industrie, parfois au travers du tourisme. Mais finalement, quand on revient sur les ODD, donc on comprend bien la logique de l'ODD 17 qui était vraiment très importante, mais lorsqu'on revient sur l'ensemble des ODD, on voit bien que ce sont des objectifs stratégiques pour l'avenir finalement au niveau de la planète, mais localement, comment on peut amener ça sur le terrain? Et j'en viens à une deuxième question, et là c'est plutôt vers Luc que je me tourne, parce que j'ai entendu quelque chose qui me plaisait assez bien, et je me disais, mais alors comment on peut mettre cela en place sur le territoire, et finalement quelles sont les clés qui nous permettent de mettre ça sur le territoire? C'est cette question de la COP régionale. C'est vrai que c'est quelque chose qui est drôlement intéressant parce que finalement, quand on entend parler de la COP, on entend parler de la COP au niveau international, au niveau mondial, au niveau planétaire, et finalement, et pourquoi pas à l'échelon local, ce genre d'initiative qui permettrait justement de pouvoir amener les ODD sur la vie quotidienne des gens au travers de l'ODD 17 largement entrepris par le RAMO. Et la troisième question, c'est au niveau des entreprises, mais je pense que ça doit être également au niveau des collectivités territoriales. Alors, je sais que Vailla est présente, donc j'espère qu'à la limite, elle va pouvoir être intéressée par ça. Vailla, qui est la déléguée générale de l'association 4D, on s'aperçoit bien que les entreprises ont plutôt tendance à prendre les ODD qui les intéressent et finalement d'y répondre le plus justement possible de façon à ce qu'elles apparaissent comme très vertueuses au niveau de l'agenda 2030. Or, on sait bien que l'ensemble des ODD doit être pris globalement de façon à faire en sorte que le projet global d'une entreprise, d'un territoire, soit le plus vertueux possible en matière de développement durable. Voilà. Donc, je vous laisse répondre là-dessus. J'ai posé mes 3 questions. Je reviendrai peut-être après. Je vais bien commencer à répondre.
Je vais commencer par la dernière. Dans le cadre du séminaire Économie et Sens de l'École de Paris, nous avons reçu, dont nous sommes partenaires, nous avons reçu la directrice générale, la directrice du développement durable du groupe Vive. Le groupe Vive, hein, c'est le premier acteur de santé en France et le deuxième européen. C'est notamment la fusion entre MGEN et Harmonie Mutuelle et bien évidemment bien d'autres marques, mais c'est sans doute celle qui sonnera aux oreilles de chacun. Donc c'est un mouse costaud de la santé en France, c'est le cas de le dire, et quelque part, le fait d'appréhender la globalité, de se poser la question de la globalité des ODD, a été réellement un des éléments fédérateurs du groupe. C'est tout pour dire, pour leur promesse mutuelle, hein, mutualiste, pardon, ce qui est l'équivalent de la raison d'être pour d'autres. Finalement, quand ils ont construit, ils se sont dit, mais il faut qu'on se pose la question. On n'est pas forcément pertinent et légitime sur l'ensemble, mais il faut qu'on se pose la question sur quel peut être notre impact et notre logique sur le sujet. Et sans déflorer de sujet, mais nous publierons le 16 juillet prochain justement un benchmark sur la façon dont les entreprises aujourd'hui se saisissent de cette question-là. Et si ça vous intéresse, nous avons fait un blog donc le 3 juin dernier, suite à l'intervention de Florence Morgan du groupe Vive, sur où en sont les entreprises sur les ODD. La question que vous posez est très pertinente. La question est finalement, est-ce qu'on le fait pour communiquer et pour montrer qu'on est bien sous tout rapport, ou est-ce qu'on le fait parce qu'on veut comprendre comment on peut améliorer et évoluer en fonction finalement de ces leviers d'action qui sont possibles. Et forcément, quand on est une entreprise, on n'a pas forcément un levier sur au-delà des 17 objectifs, sur les 169 cibles d'action qui sont derrière, mais quelque part se poser la question, un peu comme l'a fait de façon extrêmement empirique, mais extrêmement pertinente Luc Bellière, c'est une question absolument nécessaire. Après, la question, c'est pourquoi faire ? Est-ce que c'est pour répondre à un reporting ou est-ce que c'est pour conduire un changement nécessaire sur ce sujet-là? On voit bien aujourd'hui que les deux tendances sont à l'œuvre et c'est un peu toujours la même chose. Hein. Lorsqu'il y a des transformations profondes, certains le font. C'était le cas de la RSE il y a 15 ans, hein, quand la RSE a commencé à émerger réellement. Il y avait ceux qui le faisaient pour faire des belles plaquettes et il y avait ceux qui avaient compris que le lien avec son écosystème, c'est quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, dans cette question de l'engagement, vous avez vraiment les deux démarches. Et nous, en tant que chercheurs qui observons ça de très très près, hein, qui mesurons ça à travers différentes études, j'allais dire c'est du 50-50. Alors, ce n'est pas forcément ceux qui en parlent le plus qui en font le plus, hein, sans aucune publicité par rapport à une marque qui avait utilisé cette logique-là, mais quelque part, aujourd'hui, vous avez presque une logique un peu inversement proportionnelle entre ceux qui en font un outil de communication et ceux qui vraiment en font un outil de transformation et d'évolution de l'entreprise. Vous avez un article en référence dans le blog que je notais d'un polytechnicien qui a fait vraiment une étude sur ce sujet-là, extrêmement intéressante sur le sujet. Pour répondre à votre deuxième question, et la première en fait, mais j'ai voulu commencer par sur le projet commun de territoire. Finalement, là aussi, on le voit très bien, le comité 21 a publié un guide absolument remarquable au Salon des maires, auquel on a eu la chance de participer pour le co-construire, sur ODD et collectivités territoriales. C'est exactement ce que disait Luc Bellière. C'est-à-dire que finalement, ça permet d'avoir un dialogue avec son territoire sur l'ensemble des enjeux d'un territoire, en les mettant en relation les uns et les autres. Parce que c'est quoi les ODD? C'est une sémantique commune, c'est de mettre en lien et de montrer des liens. On ne peut pas habiller Pierre sans déshabiller Paul. Il y a un moment donné où il faut qu'on se le dise aussi. Et il faut qu'on se dise qu'on ne peut pas traiter une question sans traiter les impacts que ça va avoir sur l'autre. Et au niveau d'un territoire, ça fonctionne extrêmement bien. Et donc, de la même façon que Luc le décrivait pour les entreprises, nous, on connaît des collectivités territoriales qui se sont saisies de l'outil finalement du comité 21, soit de façon extrêmement rationnelle, structurée, un peu comme ce que je disais sur le groupe Vive, avec une vraie démarche méthodologique extrêmement sophistiquée, mais quand on fait 10 milliards de budget, c'est pas tout à fait comme quand on est une PME territoriale, soit on s'en saisit de façon extrêmement empirique, mais finalement c'est le même outil. Et d'avoir le même outil avec derrière les mêmes objectifs et une capacité de dialoguer ensemble
entre territoires, parce qu'il faut aussi évoquer cette logique-là, c'est que les projets communs de territoire, la notion de territoire, elle dépasse le cadre administratif. Et bien souvent, la façon dont les uns et les autres voient leur territoire, c'est pas simplement enfermé dans un cadre administratif. Et ça permet donc de dialoguer entre les territoires. Donc ça, c'est vraiment un outil aujourd'hui qui doit dépasser le seul outil de la politique publique pour être vraiment un outil de commun, de dialogue sur un territoire. Et nos fameux catalyseurs territoriaux dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment une des missions sur lesquelles ils y travaillent. Et depuis que les ODD se sont un peu démocratisés, notamment depuis que le comité 21 a fait cet outil avec des éléments très concrets de retour d'expérience des collectivités territoriales sur chacun des ODD, ça montre bien que ce n'est pas seulement une question de compétences administrative, c'est une question de vision systémique d'un sujet. C'est exactement comme pour l'entreprise. Et la dernière, finalement, quels sont comment faire concrètement sur les territoires? Je l'ai dit à travers l'outil, en donnant l'exemple de l'outil du comité 21. Je peux le dire aussi avec la plateforme l'innovation territoriale en action, qui permet de donner vraiment des clés concrètes. Comment est-ce qu'on crée un projet partagé sur le territoire? Mais je vais laisser là la parole à Luc, parce que pour un exemple très concret, il va pouvoir le faire, non pas mieux que je le ferai, mais c'est plus intéressant d'avoir les mêmes exemples que de faire. En revanche, si vous en voulez plein, au-delà de Luc, allez sur l'Observatoire des partenariats et regardez la base de données impact pratiques innovantes. Vous avez plus de 350 cas qui illustrent ce que Luc va vous démontrer très concrètement. Mais quand Luc disait tout à l'heure, nous ne sommes pas seuls, allez voir sur cette plateforme-là, vous verrez qu'il y a au moins 350 autres territoires qui travaillent de la même façon. Il n'y a aucune chance que je fasse mieux que toi, Charles Benoît. C'est pas vrai, Luc, c'est pas vrai. Moi aussi, je vais commencer par la dernière question. Sur les ODD sélectifs, on va dire, pour les entreprises, oui, bien sûr, de toute façon, on ne pourra jamais empêcher certaines entreprises d'afficher des choses et de ne pas les vivre, et donc d'avoir un comportement sélectif. En même temps, on peut quand même considérer qu'une entreprise se crée sur un besoin, une réponse sur le marché, et que, de facto, même si elle doit se poser la question sur tous les ODD, elle ne peut pas, de par sa constitution, agir sur tous les ODD. Il y a un exemple assez sympa sur une de mes structures où les salariés ont jugé eux-mêmes que la santé était un ODD extrêmement important pour eux, mais ont jugé que l'entreprise ne devait pas agir dessus. Enfin, il n'y avait pas de sens à lui demander. Enfin, si ce n'est qu'effectivement, on fait tout ce qu'il faut pour la santé des salariés en interne. C'est pas ça, mais c'est de dire comment est-ce que on peut agir à l'amélioration de la santé dans la société. Voilà. Ça, c'est un exemple, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une entreprise ne peut pas non plus changer sa constitution pour agir dans tous les sens. Par contre, elle doit avoir la préoccupation de tous les sujets et se poser la question à chaque fois. Donc, c'est là qu'est la petite nuance. Après, sur la COP, oui, c'est une démarche fantastique qui est extrêmement volontariste. Alors, on a la chance d'avoir un président, François Bonneau, et un vice-président, Charles Fournier, qui sont extrêmement volontaires sur ce sujet. Maintenant, c'est, je dirais, expérimental, ça démarre. Je le dis ça je fais attention à ce que je dis parce que j'ai remarqué qu'il y avait Madame Stinzi qui est auditrice de cette conférence. Mais c'est quand même balbutiant, c'est-à-dire qu'en plus, il y avait pas mal de projets qui devaient démarrer, et le Covid a aussi stoppé pas mal de choses parce que c'est vraiment les démarrages. Hein. Mais c'est assez enthousiasmant de voir qu'une région se mobilise et pousse pour faire éclore des sujets. Et on se rend compte que la difficulté, c'est vraiment de faire rencontrer la volonté politique et le pouvoir d'action. Et ce lien-là est encore assez ténu. C'est d'ailleurs pour ça que Percé 3C s'est inscrit, alors comme ils appellent une coalition territoriale, c'est-à-dire une coalition d'action territoriale, pour essayer de faire le lien, en fait. Parce que sur les territoires, vous voyez, il y a effectivement le chaînon manquant que vous évoquiez dans votre première question, finalement, le passage à l'acte. Donc, ça, c'est une démarche que je trouve vraiment enthousiasmante, de se dire la volonté politique
est présente et très forte. Et donc, à nous, localement, de constituer des choses qui vont venir faire répondre à ça. Et c'est vrai qu'on a pas mal aussi d'associations en transition. Alors ici, on a Gatineau en transition, il y a Châteauneuf en transition. Enfin, dans la région, on a pas mal de choses, d'associations qui se sont créées autour de ça. On a aussi un regroupement des tiers-lieux, des makers. On a vraiment une mise en réseau de tout ça sur le territoire qui est porteur d'espoir. Juste pour rebondir, cette articulation que vient de citer Luc Bellière entre la volonté politique et le pouvoir d'agir, elle est vraiment essentielle. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit très très fortement dans les travaux de recherche qu'on mène depuis 14 ans sur le terrain, parce qu'on a on a la chance de pouvoir avoir la tête dans les nuages quand on intervient auprès de vous, mais dans le reste de la journée, on est les pieds sur terre et surtout les mains dans le cambouis. Et ce qu'on constate, c'est que les seuls territoires où ça fonctionne, les seules organisations dans lesquelles ça fonctionne, c'est qu'il y a cette articulation qui fonctionne entre finalement une volonté politique, une impulsion politique et finalement des acteurs de terrain qui, par leur capacité d'agir, expérimentent ces éléments-là pour dire mais qu'est-ce qu'il est réellement possible de faire aujourd'hui? Parce qu'on est souvent un peu dans le 0-1. Dans cette logique-là, on est devenu un peu numérique, c'est-à-dire que soit c'est tout, soit c'est rien. Mais dans la réalité, la transformation que nous sommes en train de vivre tous va passer par une capacité à gérer et à articuler des tensions permanentes. Et donc, quelque part, cette tension, elle ne se résout que par une capacité à la fois d'avoir une vraie impulsion politique sincère, sérieuse, volontariste. C'est pour ça que nous, on se méfie des décors de théâtre, et la réalité de terrain, de proximité. Et je reviens à la question que vous aviez, Monsieur Dubois, parce que finalement, pourquoi les territoires sont si importants? Tout simplement parce qu'ils sont des lieux d'expérimentation. Aujourd'hui, qui peut dire sérieusement, je sais ce qu'il faut faire pour pouvoir répondre aux enjeux, aux défis de société de demain? Personne. Simplement, ce que l'on sait, c'est qu'on est capable d'expérimenter et d'essayer très concrètement dans la réalité de terrain des choses qui demain peuvent répondre à grande échelle à nos solutions. Et vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, et puis mon nom l'indique un peu, je viens quand même d'un pays avec les très très ancrés. 200 mètres, mes vignes, elles font pour aller produire le meilleur vin du monde, mais ça c'est un autre sujet. Mais quelque part, quand vous prenez un pinot noir et vous le plantez en Alsace, en Bourgogne et en Champagne, vous aurez 3 grands vins qui font la réputation de la France, mais pas du tout les mêmes. Donc, quand est-ce que nous allons comprendre que nous avons besoin à la fois d'un cadre commun avec une volonté politique forte et une autonomie d'action qui permette finalement à chacun, en fonction des besoins prioritaires et des capacités finalement d'action des acteurs de terrain, de pouvoir finalement articuler ça. Et ce n'est plus une opposition verticale top-down, bottom-up. C'est une capacité d'articuler horizontalement des légitimités complémentaires qui vont s'articuler. C'est ça la véritable co-construction du bien commun. C'est pas autre chose. C'est quand on considère que dans un écosystème, on a besoin de tout le monde et que quelque part, chacun doit être à sa juste place. Et c'est en respectant et valorisant la juste place de chacun, et pas en disant qu'il y a telle place qui est plus importante ou plus belle que les autres, que quelque part, on va réussir à embarquer tout le monde. Ce qui nous a frappé, Cathy Racombouzon et moi-même, dans la mission que nous avons menée pendant 6 mois sur cette dynamique d'alliance innovante, c'est qu'on parle toujours et on arbitre toujours entre le devoir et le pouvoir. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais en fait, le triptyque, c'est le 3e levier. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et vous savez, c'est pourtant très important ce levier-là. Parce que la confiance, elle ne se crée ni sur le devoir, ni sur le pouvoir. Elle se crée sur l'envie. Et si on arrive à articuler cette impulsion politique au plus haut niveau, qui donne envie de pouvoir se dire mais comment on résout ensemble, mais qui concrètement laisse l'autonomie au niveau le plus concret d'essayer, d'agir, de prendre le risque, d'où la volonté de Cathy Racombouzon et moi-même d'avoir de donner un droit de l'alliance en France et d'expérimenter ce droit de l'alliance, parce que nous n'avons pas de droit de l'alliance aujourd'hui. Nous sommes faits structurellement, hiérarchiquement, dans un état de droit sur lequel ce droit est fait pour protéger la personne, qu'elle soit physique ou morale, mais absolument pas
ça pour favoriser le faire ensemble. Et avant qu'on le règle par la loi, c'est pour ça qu'on pense qu'il faut une expérimentation de droit de l'alliance avant d'aller trop vite dans un droit de l'alliance, il va falloir l'expérimenter et donner la possibilité aux acteurs de pouvoir l'inventer eux-mêmes. Et c'est là où, puisque nous avons la chance d'être invités par une députée, c'est là où l'articulation entre finalement cette capacité de construire les outils, les cadres qui nous permettent d'avancer et les expérimentations de terrain, eh bien, c'est une nouvelle forme d'alliance à inventer. Et ça, je crois, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je l'ai senti très fortement et je crois que c'est comme ça que Cathy Racon-Bouzon a vécu avec moi ce cheminement qu'on a fait. Le fait de pouvoir cheminer entre une députée et un praticien-chercheur sur une question aussi importante que le jeu collectif nous a permis de voir des choses qu'aucun de nous deux n'aurait vues sans l'autre. Et c'est ça, peut-être, la co-construction. Et donc, Luc le disait de façon extrêmement concrète, comment on articule l'impulsion politique et la capacité d'action des acteurs de terrain, c'est ça qui reste à inventer, mais ne nous trompons pas, c'est pas un coup de baguette magique, c'est pas des mots miraculeux, et c'est encore moins une boîte à outils miracle qui va nous permettre de le faire. Il faut qu'on se mette les mains dans le cambouis pour pouvoir l'inventer ensemble. Et c'est peut-être ça où la co-construction du bien commun, c'est vraiment un bien commun. C'est difficile de reprendre la parole après ces phrases de sagesse. J'aurais presque envie d'arrêter tout là et puis de vous laisser le mot de la fin. En tout cas, voilà, oui, les alliances sont capitales, elles sont importantes pour moi et c'est pour ça que j'avais organisé la première journée du Forum des objectifs de développement durable en circonscription de l'année dernière. Le rameau avait été représenté d'ailleurs lors de ce forum. Comme ça a été beaucoup dit depuis le début, on a dû aussi remettre cet événement à cause du Covid. J'espère qu'on pourra le faire tenir, qu'on pourra le tenir quand même fin septembre et bien sûr vous serez les bienvenus. Voilà, en vous écoutant, j'ai eu plein d'idées et je pense que je vais vous solliciter pour monter des choses. En tout cas, Cathy Racon-Bouzon fait partie du groupe d'études que j'ai la chance de co-présider avec Dominique Potier à l'Assemblée. Et on a acté la semaine dernière en se réunissant qu'on allait essayer de compiler toutes ces propositions de loi qu'on a chacun et d'ailleurs beaucoup chacune, en cours pour faire quelque chose de vraiment beau, de vraiment fort et de les déposer tous en même temps de manière totalement transpartisane et je pense que c'est totalement dans l'esprit des alliances dont on parlait ce soir. Merci beaucoup pour vos interventions. Comme d'habitude, on rédigera un petit cahier de la transition, ils sont tous en cours de finalisation et puis on aura un bel objet à livrer à la fin de ces visioconférences. On n'en a plus que 2 jusqu'en juillet. Et on mettra à disposition, comme vous l'avez accepté, les PowerPoint pour les participants qui d'ailleurs nous les ont réclamés. Merci beaucoup. La semaine prochaine, on reste un petit peu dans l'économie en fait. On aura la chance d'accueillir 2 intervenants sur justement les activités et les investissements économiques, toujours dans cette dynamique des objectifs de développement durable. Et on se retrouvera cette fois jeudi à 18 h. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.